YouTube, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture de sciences sociales. Alors déjà, je suis obligé d'interrompre le début de VOD parce qu'on me dit qu'on a peut-être la même tasse. Est-ce que tu l'as récupérée à Disneyland? Avec l'incroyable Maléfique dessus qui a trop la putain de classe. Si oui, alors oui, nous avons la même tasse. D'ailleurs, j'en ai plusieurs des comme ça. J'ai aussi Mr. Jack. J'ai aussi... C'est la même collection, c'est celle avec Jack. Jack, elle est là-bas. Voilà, elle est dans la cuisine encore, rangée. Mais voilà, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Toujours est-il que, du coup, YouTube, nous sommes sur une nouvelle session de live et nous sommes sur une nouvelle session de lecture de sciences sociales. Toujours sur En toute puissance. Nous sommes page 433. Nous sommes plus particulièrement sur tout ce qui est les profils SDO, profil, au score SDO, au score RWA, autrement dit, au score à la dominance, à l'orientation à la dominance sociale et les hauts scores à l'autoritarisme de droite, donc évidemment des individus de pas qualité, voilà, des gens qui craignent de ouf et qui sont d'autant plus craignos quand ils sont au score dans les deux échelles. Voilà, ça c'est vraiment le mastoc. Quand vous êtes au score sur les deux échelles, c'est que vraiment vous êtes la pire de toutes les raclures, hein. Sachez-le, vous êtes généralement quelqu'un d'extrême droite bien dégueulasse. Voilà. Ne soyez pas au score dans les deux échelles, s'il vous plaît. On va donc continuer la lecture. Si vous avez la moindre question dans le chat, et bonjour Ilogeko, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien ce matin. Vous n'hésitez pas, vous me marquez dans le chat la question, le retour, l'expérience peut-être qui vous fait un écho avec ce qu'on est en train de lire. Même si c'est quelque chose d'un peu éloigné, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. À côté de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis. Non, bah voilà, je vous ai dit à peu près tout. Et coucou Gigilou, bonjour tous. Je ne veux pas faire ma grammaire nazie, mais le verbe ne s'accorde pas avec avoir au passé composé. Oh, attention. Dans le titre la coquille, c'est possible, mais j'avoue qu'ici l'orthographe, c'est pas forcément très grave. Oui, sur le papier, c'est bien, mais c'est pas grave pour le titre. Nous survivrons. Mais oui, c'est possible que j'écris pas très bien. Je parle pas forcément très bien et je n'écris pas forcément très bien. Du coup, on continue. Pourquoi sont-ils comme ça? Oui, parce que depuis le début de ce passage-là, donc qui était sur un précédent live, il y a 2 semaines pour nous, on était tout simplement sur, ah bah voilà, les échelles, c'est ça, il y a des hauts scores qui ont ce genre de comportement, patati patata. Mais en fait, à aucun moment, on est venu dire, mais pourquoi, en fait, ils ont ces hauts scores? Pourquoi est-ce que, du coup, ils ont ce comportement-là? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont comme ça? Pourquoi? Je passe en l'heure pour faire mes bidules. Bon live, et ben merci d'avoir été là en tout cas. Et puis bah, des bisous. On a le choix de se placer dans l'échelle. Non, malheureusement, enfin, oui et non. Vous avez toujours les possibilités de faire évoluer votre manière d'agir et de penser, mais il est vrai que ça reste compliqué puisque ça dépend du contexte, ça dépend du conditionnement social que vous avez eu. Si vous grandissez dans une famille d'extrême droite, par exemple, il y a de très grandes probabilités que vous ayez de très hauts scores, au minima dans l'échelle RWA, mais même probablement en SDO. Le truc, c'est que vous pouvez quand même vous en départir, parce qu'on a constaté quand même des gens qui sont issus de ces contextes-là, qui sont extrêmement favorisants pour avoir des hauts scores sur ces deux échelles, qui pour autant ont été tout à fait en mesure de partir complètement à l'inverse, parce que justement ils ont fait un rejet de tout ça. Généralement, ça passe notamment par le fait d'aller se confronter en fait à d'autres milieux, à d'autres contextes. Et dans ces autres contextes, justement, avoir ce travail de déconstruction de ces valeurs-là, de ces éléments-là, qui peuvent vous permettre du coup d'avoir une influence. Mais le truc, c'est que si tu es dans ces échelles-là avec un haut score, tu n'auras pas envie de faire cette démarche-là. Donc, tu ne pourras pas en changer, a priori. J'ai l'impression qu'on hérite un peu de notre positionnement social, mais s'en défaire, c'est souvent proche d'une crise existentielle ou de remise en question assez vénère. Effectivement, ça peut. On a en fait un bagage, effectivement, dû à notre positionnement social, dû en fait tout simplement au milieu, dans le contexte auquel on a grandi. Pour autant, on n'y est pas assujetti envers et contre tout. En fait, il faut bien se rendre compte, sauf si coucou, ceci est la transidentité. Voilà, par exemple, typiquement,
C'est- Oui, ça peut être le cas. Si effectivement vous êtes dans une famille d'extrême droite et que d'un coup vous vous rendez compte que vous êtes une personne trans, ah bah oui, ça va être compliqué là, ça va être très compliqué. Et si vous acceptez que vous êtes une personne trans, généralement, vous allez remettre en question beaucoup de choses. Oui, clairement. Mais du coup, on est sur justement ce qu'on va appeler une crise existentielle, en fait. On va avoir une crise qui va remettre en question tous les fondements sur lesquels on est basé, en fait, nous, en tant qu'individus. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est assez violent, quand même. Toujours est-il que, pour reprendre sur ce que je disais, quand on a des hauts scores sur ces échelles-là, on a du coup une vision du monde qui ne nous pousse pas à nous remettre en question, qui ne nous pousse pas à se dire que potentiellement être haut sur ces échelles est un problème. C'est-à-dire que concrètement, si vous rencontrez quelqu'un qui a un haut score en échelle F et enfin à ces échelles-là, qui en fait les échelles de RWA, échelle SDO, tout ça, en fait, si vous lui dites non mais là tu te rends bien compte que t'es un gros connard raciste de merde, transphobe, ce que tu veux, il va te dire oui et alors. Donc du coup, en fait, il va pas se remettre en question, puisqu'il va l'assumer, en fait. Il va être en mode, bah ouais, ouais, point. Donc il aura pas envie de baisser son score. Donc il aura pas envie de le remettre en question. Donc il fera pas de travail de lui-même pour le faire, à moins, effectivement, d'avoir quelque chose qui, contextuellement, va le forcer, en fait, à remettre en question ça. Et c'est compliqué. Sachant que c'est possible, notamment sur des personnes qui ont des hauts scores en RWA, ça l'est beaucoup moins sur des personnes qui ont des hauts scores en SDO, ça l'est 10 fois moins sur des personnes qui ont des hauts scores en SDO et en RWA. Voilà. Pour autant, est-ce que le schéma rejet ou adhésion à l'origine sociale familiale est-il valide? C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ta question? Parce que du coup, je vois pas exactement ce que tu veux dire, donc j'ai préféré que tu précises pour ne pas dire une bêtise et partir sur quelque chose qui serait pas du tout la question à la base. Est-ce qu'il y a des échelles pour les gens de gauche? C'est-à-dire des échelles... Alors là, on n'est pas vraiment sur des... comprenez quelque chose. Les échelles RWA sont là en fait la mesure à l'autoritarisme de droite. Ça veut dire que vous pouvez vous dire et vous penser de gauche tout en ayant des comportements factuellement d'autoritarisme de droite. C'est pas la même chose. On n'est pas vraiment sur des questions politiques, on est sur des questions de comportement. Et c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir la plus grande croyance du monde que vous êtes ultra à gauche et compagnie, et avoir les pires comportements d'autoritaristes de droite. De même, les échelles de SDO, c'est l'échelle à l'orientation, l'orientation à la dominance sociale, autrement dit la croyance que vous êtes vous au-dessus des autres, ou votre groupe au-dessus des autres. Et pareil, vous pouvez avoir des idées plutôt dans votre tête de gauche, vous présenter comme étant de gauche, et pour autant avoir un très haut score, en fait SDO. RWA, c'est très à droite. Non, RWA, c'est l'autoritarisme de droite. C'est tout simplement, en gros, la soumission à l'autorité. Je vous le résume très salement, mais en gros, c'est votre vision du monde qui consiste à dire que le monde en général est agressif, violent, dangereux, que du coup, il faut se méfier des autres, et que du coup, il faut obéir, et il faut que notre groupe survive. Donc en soi, vous pouvez avoir ce genre de comportement et ce genre de vision sur des personnes à gauche. Je vais vous prendre un cas un peu concret. Vous avez par exemple SDO, RWA, faut que j'aille voir les restreams. Alors je vais expliquer justement The Wolf. RWA, c'est le right wing autoritarisme, l'autoritarisme de droite. L'autoritarisme de droite, c'est vraiment le fonctionnement de il faut qu'il y ait un ordre, une hiérarchie. C'est vraiment cette vision que globalement la société est un danger. Vous allez affronter des ennemis, vous allez affronter des trucs horribles, et donc du coup il faut que vous ayez de l'ordre qui soit mis en place pour pouvoir fonctionner dans cette société. Il faut qu'il y ait des lois strictes qui soient présentes, claires. Il faut qu'il y ait un ordre strict, clair. Il faut qu'il y ait de l'autorité, tout simplement. Il faut qu'il y ait un chef et il faut qu'il y ait des suivants. C'est cette croyance-là. Et ça, en fait, vous ne le retrouvez pas qu'à droite. Vous le retrouvez sur des partis politiques à droite, comme effectivement l'extrême droite, assez facilement. Mais vous le retrouvez également sur des mouvements de gauche. Vous aurez les mouvements communistes, par exemple, vous pouvez retrouver des autoritarismes de droite. Parce que dans les mouvements communistes, par exemple, vous pouvez avoir la vision autoritariste qu'il faut qu'il y ait un parti unique, avec des chefs uniques, et qui décide de protéger la classe ouvrière contre toutes les autres, et y compris
potentiellement contre du coup des personnes racisées et compagnie. C'est comme ça qu'on tombe sur ce qu'on appelle les rouges-bruns, qui factuellement s'estiment et se pensent de gauche, sur un point de vue politique vont être sur les partis de gauche, mais qui ont des fonctionnements en fait d'autoritarisme de droite, parce qu'ils vont faire preuve de, par exemple, colonialisme, parce qu'ils vont faire preuve, par exemple, de racisme, parce qu'ils peuvent faire preuve, par exemple, de sexisme, et ainsi de suite. En fait, ils vont continuer à avoir tout un système d'oppression sur différentes classes, sur différentes cultures et différentes groupes, parce que justement l'autoritarisme de droite, c'est mon groupe par rapport aux autres, et que leur groupe peut être, par exemple, un groupe d'hommes blancs masculins. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on n'est pas sur des questions de politique, on est sur des questions de comportement. Le RWA, c'est différent, c'est vraiment pas la politique, c'est l'autoritarisme de droite. Et du coup, c'est vraiment une manière de fonctionner. Et l'autoritarisme de droite, vous pouvez le trouver à gauche comme à droite. Ce n'est pas l'autoritarisme de la droite, c'est un autoritarisme de fonctionnement de droite. Vous voyez, c'est un autoritarisme de droite à gauche, un autoritarisme de droite à droite. On n'est pas du tout sur la même chose. C'est la partie haute du cadran politique qu'on voit partout. Le RWA, c'est la partie haute du cadran politique qu'on voit partout. Là, comme ça, je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu as un lien, je suis preneur, parce que là, comme ça, je ne vois pas de quoi tu parles. À l'adolescence et à l'âge adulte, soit on reproduit le comportement familial et social, soit on entre en opposition. Est-ce qu'il n'y a pas de troisième voie? Alors en fait, si, mais on a tendance dans nos sociétés à estimer que en fait, tu vas avoir forcément un choix ou l'autre. Parce que on a du mal dans nos sociétés à prendre en compte la la décision plurielle. Voilà. On a du mal à prendre dans nos sociétés en compte que en fait, ton comportement, il n'est pas défini par un élément, mais en fait par plein qui coexistent et qui font que tu peux être sur un spectre. On a trop souvent tendance dans nos sociétés à vulgariser en fait les fonctionnements notamment cognitifs comme étant finalement une droite. Vous imaginez que vous avez une droite, donc une ligne. À gauche, vous avez une certaine orientation. À droite, vous avez une certaine autre orientation. Et en fait, vous allez d'un côté à l'autre, point. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, il faudrait plutôt voir ça comme un espèce de cercle avec des extrémités qui sont du coup très variables, qui sont différents pôles, et en fait vous pouvez varier dans ça et à différents niveaux. Et c'est pour ça que c'est pas... En fait oui, il y a plein de manières de faire. Effectivement, tu peux tout à fait à l'âge adulte, à l'âge adolescent, rentrer dans une ligne frontale totalement à l'inverse de ce que vont te mettre comme conditionnement tes parents. Ou au contraire être complètement dans le même conditionnement et valider ça. Mais tu peux aussi avoir tout un tas en fait de variations au milieu entre les deux en fait. Et trop souvent on a tendance à pas forcément le prendre en compte. D'ailleurs même les gens qui vont être en opposition assez violente sur beaucoup de choses avec leurs parents, en fait généralement si tu creuses un petit peu tu te rends compte que sur plein d'autres éléments ils sont finalement assez raccords. Parce que c'est pas aussi tranché que c'est pas binaire en fait. On a tendance à mettre une vision binaire dans les choses alors que ça n'a pas lieu d'être. Je me permets d'aller regarder vite fait le lien. Oui. Oui, tu peux. Tu peux et encore que non, pas vraiment. Mais tu peux. C'est... Oui. C'est discutable. En fait, c'est que tu mesures pas du tout les mêmes choses avec ça. C'est pas du tout la même chose, en fait. Mais on peut faire une certaine connivence avec les deux. On pourrait dire que plutôt oui. Mais on n'est pas vraiment sur les mêmes valeurs. Là pour le coup, on n'est pas du tout sur tout à fait les mêmes valeurs. Au lieu d'un cercle, je dirais plutôt un disque sur lequel on peut se trouver n'importe où, juste mon point de vue. Oui, mais après ça reste une idée, on va dire dans l'idée en fait, vous n'avez pas juste une ligne, vous n'avez pas juste deux pôles qui s'opposent et puis basta quoi. Il faut essayer de casser un peu cette vision binaire des choses parce que ça l'est pas en fait. C'est comme la fois où on avait fait le live, je vais revenir encore dessus, sur la prise de décision et sur est-ce que nous sommes une espèce qui est égoïste ou altruiste. Et vous avez tendance, beaucoup trop souvent, de la part de gens qui n'y connaissent strictement rien, putain, d'avoir des gens qui vous disent oui mais attendez, l'homme est un loup pour l'homme, ah là là c'est dangereux patati patata, il faut du coup être en compétition patati patata. Parce qu'en fait, en fait ils y connaissent rien déjà, c'est triste, et qu'ils écoutent pas en fait les avancées en sciences humaines et sociales qui en fait vont vous montrer un truc, c'est qu'on est une espèce altruiste. Et que veut dire le modèle altruiste? Ça veut dire qu'en fait vous avez tout un tas de facteurs à la prise de décision qui coexistent. Et ce qui va déterminer si votre action est altruiste ou égoïste ou autre chose, c'est quels sont les éléments les plus marquants dans la prise de décision qui vous poussent à prendre une certaine décision. Et c'est ça en fait qui est ouf, c'est de se rendre compte que
tout le temps, on continue à mettre un point de vue qui est binaire. On continue à mettre un point de vue du genre, il y a le 1, il y a le 0 et basta. Alors qu'en fait, non. Vous avez tout un tas d'éléments qui coexistent et qui sont toujours là. Et en fonction, on va dire justement, du mélange de ces différentes raisons, vous allez prendre une décision plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt en face, plutôt derrière, peu importe. Donc c'est pour ça que c'est assez... il faut essayer de casser cette vision binaire. On n'est pas juste, pour reprendre du coup la réponse de Gilou, on n'est pas juste sur est-ce que je copie ou est-ce que je m'oppose à mes parents. C'est beaucoup plus complexe que ça et généralement c'est beaucoup moins clair que ça. C'est beaucoup moins noir ou blanc en fait. Généralement on est plutôt sur des nuances de gris là-dessus. Et bonjour Anémone, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Petit article dispo sur le Guilded, magnifiquement mis en page, tout à fait. Vous avez Axel qui a mis sur le Guilded la mise en page parfaite pour un article justement qui fait un récap de l'état actuel en fait du consensus scientifique sur la prise de décision et sur est-ce que justement on est plutôt une espèce qui est hédoniste et égoïste ou au contraire plutôt une espèce qui est sur l'altruisme et qu'on est plutôt des fonctionnements altruistes. Et la réponse c'est l'altruisme. Voilà, je sais, je vous apprends des trucs incroyables. Par contre, du coup, si on reprend avec l'article, justement les personnes qui ont un haut score en RWA, donc en Right Wing Autoritarisme, autoritarisme de droite, eux ont cette vision que le monde est dangereux, que l'autre est un loup, que l'humain en face de toi est forcément un adversaire. Et comme ils ont cette vision de l'adversité, de l'opposition, ils ont cette manière de fonctionner qui se colle très bien, notamment en termes de suiveurs. Vous avez des personnes qui sont avec un haut score en right-wing autoritarisme qui peuvent très facilement être des personnes qui vont suivre des régimes politiques très discutables, qu'ils soient de gauche ou de droite. À partir du moment où il y a un autoritarisme qui est mis en place, à partir du moment où on met la loi et l'ordre, ils vont suivre, parce qu'ils pensent que c'est ce qu'il faut. Parce que si on ne fait pas ça, dans leur vision des choses, alors la société va être horrible, va exploser dans tous les sens, et tout le monde s'opposera, et tout le monde se foutra des baffes, et ça sera pas bien. Voilà, c'est une vision, encore une fois, qui ne reflète pas la réalité, mais c'est ce qu'ont comme vision les personnes qui ont un haut score là-dessus. Merci énormément pour le follow, du coup, Gentlemed, bienvenue à toi, j'espère que tu sentiras bien par ici. Pour reprendre sur l'autre, donc il y avait le SDO que je n'ai pas encore expliqué. Il y avait quelqu'un qui me demandait qu'est-ce que ça voulait dire. C'était The Wolf, je crois. Le SDO, c'est l'orientation à la dominance sociale. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, l'orientation à la dominance sociale, c'est la croyance que tu es, si tu as un haut score en SDO, tu es la personne qui est au-dessus des autres. Tu es la personne qui, par décret divin, par réalité biologique, par ce que tu veux, bref, n'importe quelle justification, est au-dessus des autres et doit être la personne qui prend les décisions. Tu es le chef. Dans ta vision des choses, c'est toi qui dois dominer les autres, c'est les autres qui doivent t'obéir, tu as forcément raison. Et notamment, dans cette vision des choses, du coup, il y a une hiérarchisation des groupes. Étonnant. Et donc, qu'est-ce qu'on constate quand on a des gens qui ont un haut score en SDO? Eh ben, on constate que généralement, ce sont des blancs, riches, hommes. Bon score, très bien. Et donc du coup, si vous tombez sur un mélange des deux échelles, si vous tombez sur quelqu'un qui a un haut score en SDO et un haut score en RWA, généralement, du coup, vous tombez sur le milieu de la droite et de l'extrême droite, puisque vous tombez tout simplement sur des politiques, vous tombez sur des gens qui ont des visions du monde, qui sont qu'il y a des gens qui valent plus que d'autres, il faut mettre en place l'ordre, et ainsi de suite. Et du coup, c'est une croyance que l'humain est normalement altruiste, mais qu'on est actuellement dans une société hostile envers l'individu, et met en valeur et au pouvoir ceux qui pensent ça se situe où? J'ai pas tout à fait compris la question. Attends, je me permets de reprendre. Du coup, une croyance que l'humain est normalement altruiste, mais qu'on est actuellement dans une société hostile envers l'individu et met en valeur et au pouvoir ceux qui pensent ça se situe où? Le fait de croire que l'humain est altruiste, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est pas une croyance, ça. En fait, factuellement, c'est ce que prouvent les avancées scientifiques en sciences humaines et sociales. Et justement, c'est quelque chose qui n'est pas partagé. C'est ça le truc, en fait. C'est que factuellement, on sait que c'est ça. Et dans les faits, les gens ont tendance à ne pas le croire. Donc en fait, si tu crois ça, oui, c'est peut-être une croyance parce que tu y crois et que tu n'as pas forcément les preuves pour pouvoir dire, oui, c'est ça. Juste c'est une croyance. Tu peux avoir des croyances qui sont opposées
à ce que pense la majorité. Ça se constate tous les jours sur énormément d'éléments. Et du coup, des bisous, méditation. Content que ça t'ait plu. N'hésite pas à aller regarder sur YouTube. Il y a toutes les rediffs qui sont mises de la lecture. Donc, si tu es intéressé par les autres lectures, bah, ça y est. Et si tu es intéressé par les prochaines, bah, ça ira aussi. Comme ça vient des sciences molles aussi, c'est pas crédible, n'est-ce pas? Ah, et Jill, tu vas m'énerver, hein. Attention. Mais oui, c'est ça le truc en fait, c'est qu'il faut bien se rendre compte que là-dessus, on est sur défi Mortac, lire plus de 2 lignes dans un live de 4 heures. Ça suffit, hein. Vous êtes impertinent là. Attention, hein. Attention, hein. Attendez, je vais même dire un truc. J'ai une alerte pour ça. Elle est où? Elle est où? Hop, voilà. Ceci est malveillant. Hein? Non mais... Oh, voilà. Mieux vaut en rire, sinon je passerai mes journées à taper des gens. Oui, clairement. Pour revenir du coup sur la question de The Gentle Mad, en fait, tu vas avoir tout un système de croyances qui existe et qui coexiste. Le fait est que on est... Alors attends, je vois que tu précises, donc je vais peut-être d'abord lire. Je voulais dire, si on est OK avec les sciences, mais qu'on constate à tort ou à raison que la structure sociale actuelle promeut et encourage le contraire, les sciences disent quoi? Mais c'est ce que montrent les sciences, justement, c'est qu'elles montrent que factuellement, on est une espèce altruiste, mais elles montrent aussi que factuellement, la société promeut des valeurs qui sont complètement inverses, qui sont justement individualistes, violentes, et qui craignent de ouf, en fait. Le fait est que la science n'est pas prescriptive. La science, elle est descriptive. La science, elle dit juste, factuellement, c'est ça. Et la science, à l'heure actuelle, elle te dit, bah, en fait, et donc d'ailleurs, je dis la science, mais en fait, c'est les sciences, pour être plus précis. Les sciences disent, bah, factuellement, on constate que l'espèce humaine a plutôt un fonctionnement altruiste. Ça, c'est une info dans un coin. Factuellement, les sciences ont tendance à te dire, bah, on constate que les sociétés occidentales sont plutôt sur des valeurs individualistes, violentes, de stigmatisation et ainsi de suite. Ça, c'est un autre élément qui est là. Et puis, bah, on va constater qu'en fait, il y a des interactions entre tout ça et que bah, tout existe, tout coexiste, en fait. La science n'est pas là pour dire ça, c'est la bonne chose à faire. La science, elle s'en fout. Elle en a rien à péter. La science, elle te dit pas que c'est bien que l'espèce humaine soit altruiste. La science ne te dit pas c'est mal que les sociétés soient individualistes. Elle constate. Elle constate, elle fait un état des lieux, elle dit voilà, ça marche comme ça. Et du coup, concrètement, c'est les individus qui sont dedans qui vont te dire bah moi, ma conviction, mes croyances, c'est que c'est bien d'avoir une espèce altruiste et que c'est ça qu'il faudrait promouvoir. Parce que après tout, si c'est notre fonctionnement de base, c'est quand même pas trop mal. Mais ça, on est après sur des croyances individuelles. Et là-dessus, la science, elle dit rien en fait. Elle s'en tape. Elle s'en tape royal. Je sais pas si je réponds à ce que tu poses comme question. Je suis pas sûr de répondre juste. L'ouvrage ici tente justement de mettre en avant le comportement prosocial qui pourrait être utile dans un monde altruiste que les comportements antisociaux mis en avant par le capitalisme, entre autres. Oui. Les comportements antisociaux deviennent adaptés à la société dans laquelle on vit. Ça ne va pas être simple pour les individus de lutter contre leurs tendances naturelles. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que montrait... alors, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, la lecture qu'on a fait il y a 2 semaines ou 3 semaines, un peu plus tôt sur la partie, où justement, ce qui était montré, c'est très rigolo comme élément, c'est que les personnes qui ont des hauts scores en RWA, en fait, sont continuellement, même inconsciemment et généralement inconsciemment, en train de faire un travail cognitif monumental pour continuer à avoir des comportements, notamment antisociaux. Parce que c'est le comportement qui est attendu dans nos sociétés. Parce que c'est le conditionnement dans lequel on vit et dans lequel ils vivent plus particulièrement qui les pousse à avoir ces comportements-là. Et ce que ça traduit, ça veut dire que si on les épuise cognitivement, si tu viens leur faire des trucs super compliqués et qui fait que mentalement ils sont épuisés et que derrière tu viens leur faire refaire passer un test d'échelle RWA, ils ont des scores moins hauts. Parce que justement, ils n'ont plus les ressources cognitives pour continuer à faire marcher en constant leur système oppressif, violent et donc non altruiste. Parce que naturellement, l'être humain va plutôt vers les comportements altruistes. Et donc du coup, les comportements asociaux sont des comportements qui sont construits, qui sont maintenus constamment. Et ça, c'est super intéressant, en fait, parce que ça montre bien qu'on est dans une société qui déjà est aliénante, parce que du coup, si on a autant de valeurs individualistes et autant de mise en avant des valeurs individualistes, des valeurs, on va dire, de discrimination et ainsi de suite, ça montre bien qu'il y a un effort constant pour le maintenir. C'est pas sans raison. C'est parce qu'il y a tout un système de domination, que ça
correspond très bien à tout un tas de classes de population et pour qui, du coup, c'est ce qu'il faut continuer à promouvoir. Et comme ils ont notamment tout un tas de moyens sous contrôle, comme les médias, comme les publications, comme même la recherche, ainsi de suite, ils continuent à mettre en avant ça, sans même forcément s'en rendre compte, parce que ça valide aussi ce qu'ils vivent. Ça valide aussi leur manière de fonctionner. Ça valide leur mythe aussi. Le mythe en la méritocratie, il y a plein de gens qui vont vous défendre la méritocratie, ils y croient vraiment. Mais parce que s'ils se rendaient compte que vraiment ça marchait pas, que c'était faux, que la méritocratie c'était du flan, mais ils seraient les premiers à en souffrir parce que du coup ça casserait les fondements sur lesquels ils ont basé leur existence et leur manière de fonctionner. Alors que justement, c'est faux. Vous voyez, ça répond en partie. Je trouve ça un peu doumant quand même comme constat. Oui. 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 Je vous avoue que personnellement, je ne pense pas être quelqu'un de particulièrement positif, et notamment depuis que je suis passé par mes études supérieures en fait. À partir du moment où tu te constates ça, en fait, tu as globalement 2 grands chemins possibles. Tu as le chemin de je constate ce que disent les sciences et du coup, je vis pas super bien. Parce que je vois que c'est pas super folichon et qu'on part pas vraiment dans le bon sens. Ou alors, tu as l'autre possibilité qui est je vais dire que je vais nier tous les éléments qui me vont pas et je vais dire que la méritocratie c'est incroyable et je vais me faire des thunes comme jamais. Parce que c'est des métiers notamment qui sont très lucratifs. Pour le coup, tout ce qui est psychologie, vous pouvez avoir des métiers d'intervenants en entreprise qui rapportent très très bien, qui rapportent vraiment, vraiment très très bien. Et vous avez tout un tas des personnes qui ont fait des études avec moi qui aujourd'hui ont un modèle de fonctionnement qui est d'une certaine beauté, on va dire, parce qu'ils sont capables de nier totalement, mais une quantité phénoménale d'éléments, alors que factuellement ils les ont vus, qu'ils ont vu des recherches, mais ils les nient parce que sinon ça remettrait en question leur fonctionnement en fait, ça remettrait en question l'individu qu'ils sont, et c'est pas possible parce que c'est pas agréable, malheureusement. Oui, voilà, t'essaies de lutter contre des moudins avant, mais par contre je suis pas vraiment d'accord sur le fait que tu te sens mieux après. Personnellement, c'est ce que je fais. Avant, j'étais en entreprise, avant, je faisais mon métier de psychologue social, je le faisais vraiment, et en fait, j'ai craqué parce que tu te rends compte que généralement, tu ne sers à rien, voire tu es utilisé comme une caution pour tout l'inverse de ce que tu crois et de ce que tu veux promouvoir. Et le peu de fois où ça se passe pas trop mal, juste ça se passe pas trop mal et ça reste du moyen. Donc tu as un moment où finalement tu te dis mais qu'est-ce que je fais en fait? Pourquoi je suis là? Et à quoi ça sert? Et là du coup tu craques en fait. Tu craques et tu te dis mais ce que je fais factuellement aujourd'hui, ça sert à que ça ne sert à rien. Et donc du coup tu fais ce que éventuellement tu fais, enfin ce que moi j'ai fait, c'est que tu laisses tout tomber et tu deviens streamer et tu passes les 2 dernières années du coup à faire ça en fait, à promouvoir les sciences humaines et sociales, à essayer de toucher des gens un peu partout, de différents milieux. Et tu te bats contre des moulins à vent, mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça te rend plus heureux? Je sais pas. Je sais pas. Tu as fait une formation en psychothérapie et ouvert ton cabinet? Non. Fais une formation de psychothérapie et ouvre ton cabinet? Non, parce que le problème, c'est que la psychothérapie à l'heure actuelle, c'est aussi très largement mis en avant par rapport à un cadre individualiste. Tu as un problème, toi, individu. Or, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que la très grande majorité des problèmes qu'on a à l'heure actuelle sont des problèmes systémiques. Ce sont des problèmes notamment de société, de système. Et du coup, vouloir apporter une réponse à un individu particulier qui a un problème qui vient à la base du système, ça ne sert à rien. Déjà parce que même si tu arrives à résoudre ce problème-là, là vite fait, en fait, il va avoir un autre problème qui va apparaître ailleurs, parce qu'en fait, le problème, c'est le système. Donc, il y aura d'autres symptômes qui finiront par apparaître, toujours systématiquement. Et du coup, en plus de ça, en faisant ça, tu continues, en gros, à remplir un tonneau vide qui fuit. Ça marche pas, en fait. Factuellement, c'est pas très bon. Ma conviction, c'est que je pense que ça ne me conviendrait pas, en tout cas à moi. Parce que notamment, c'est un petit peu ce que je faisais en entreprise à l'époque, et vraiment non, en fait. Moi, ce que je faisais en entreprise, c'était sur une démarche, on va dire, équivalente, même si c'était pas du coup un cabinet de psychothérapie. Mais c'était vraiment un peu la même démarche de vouloir aider en fait des problèmes, on va dire, locaux, individuels. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que tous les problèmes sont des problèmes de système, et que si t'as pas de moyens d'action sur le système,
tu peux mettre en place tout ce que tu veux, ça résoudra pas le problème en fait. Tu vas résoudre le symptôme pendant un temps éventuellement, et en fait le problème va revenir mais ailleurs. Enfin le symptôme va revenir mais ailleurs, parce que le problème est ailleurs. Le problème est au-dessus, le problème est au niveau du système, et du coup tu ne résous pas le problème. Donc c'est... Voilà. Ma conviction, c'est que si tu remets assez de gens de pied assez fort pour lutter, ça avance petit à petit. Alors, je suis d'accord, mais est-ce que, en ouvrant un cabinet, c'est le meilleur moyen de remettre les gens sur pied pour lutter? C'est là où je suis pas forcément d'accord. C'est sur cet aspect-là que, personnellement, je pense que non. Je pense qu'à l'heure actuelle, non. Parce que, encore une fois, la manière dont est fait la psychothérapie de manière générale, de toute manière, c'est très tourné sur le problème individuel, en ne prenant pas en compte, voire même en niant la réalité systémique des problèmes. Vous avez beaucoup de choses qui sont faites en clinique, où vraiment, on va dire, le problème c'est l'individu, c'est purement l'individu, c'est toi tout seul. Surtout, ne remets pas en question la société est pas si mal. Et ça, c'est un peu gênant pour moi, déjà, d'une part. Et je pense qu'effectivement, les deux sont à faire. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui continuent à soigner comme ils peuvent, à essayer de remettre sur pied comme ils peuvent les gens qui sont fait fracasser par les sociétés. Mais le truc, c'est qu'il y en a certains qu'on ne pourra jamais remettre, malheureusement. Ça, déjà, c'est un premier souci. Il y en a certains qui ont été tellement détruits, mais jusqu'au fondement même de ce qu'ils sont par les sociétés, que les remettre sur pied, c'est même pas un miracle à ce niveau-là, quoi. Ça peut être totalement et définitivement impossible, et ça déjà, c'est pas super joyeux. Mais bon, et au-delà de ça, je pense qu'il faut avoir surtout une autre approche en même temps, qui est donc celle que moi j'ai adoptée, de vouloir faire notamment de la mobilisation, du militantisme sur un très large spectre, et pas forcément que sur des personnes qui sont en difficulté, notamment, on va dire, psychologique. De venir toucher notamment des personnes qui sont justement encore, pour le moment, bien portants, voire même parfois certains qui sont en haut du système, et qui peuvent aussi se rendre compte que oui, il y a un truc qui va pas. Je suis très motivé, me casse pas mon truc de suite, j'ai encore de l'espoir. Il n'y a pas de souci, je trouve que c'est très bien. Continue, Axel, tu es quelqu'un de bien. Des poutous sur toi, Axel. Plein de poutous sur toi. Je pense que ce que tu vas faire est très bien. Je pense que ce que tu vas faire n'est pas ce qui me convient. Et c'est surtout ça la différence. C'est vraiment sur cet aspect-là, je pense. Mais je pense que c'est très très bien. Chacune de mes séances de psy, je tiens mes petits discours systémiques. Ma psy doit apprécier. Oui, probablement, je sais pas. Ça dépend de la psy que t'as, en fait. Ça dépend aussi des personnes que tu as en face de toi. Tous les praticiens ne sont pas équivalents, hein. Et tous les praticiens ne sont pas équivalents en fonction aussi du patient qu'il y a en face d'eux. Parce que c'est pas du tout la même chose que tu as à faire d'une personne à l'autre. Donc il y a beaucoup de différences. Est-ce que c'est suffisamment clair, les définitions de termes et compagnie? Est-ce que je peux continuer le texte? Ou est-ce qu'il faut que je revienne dessus? N'hésitez pas à me dire, hein, si besoin. Du coup, je reprends. Les auteurs, les autoristes de l'échelle F, donc l'échelle F, c'est la toute première échelle qui avait été faite à la base, qui ensuite s'est déclinée en RWA, SDO et ainsi de suite, qui donc avait précédé la création du RWA, comme je viens de le dire, avait mené des entretiens avec les hauts scores afin de comprendre pourquoi ces derniers en étaient venus à opter pour cette attitude. Les chercheurs en avaient conclu qu'ils provenaient de familles également autoritaires, qui les avaient punis de façon arbitraire, sans explication. Ce qu'on voit aussi chez les spectateurs dans l'étude sur la personnalité altruiste en construction. Donc ça, la construction, en fait, c'est une partie qu'on a vue beaucoup plus tôt et qui est disponible sur YouTube si jamais. Voire avaient des manœuvres violentes et machiavéliques envers eux. La culture des années 50 valorisait aussi ces profils autoritaires. Donc c'était une attitude adaptative et bien adaptée à la société, au monde du travail, etc. Par conséquent, c'était une attitude non seulement acceptée, mais aussi valorisée et source de récompense au niveau extrinsèque. Il était difficile de savoir quoi faire, si ce n'est aider à rendre l'environnement familial moins violent, moins autoritaire. L'échelle RWA d'Altmayer, puis les études sur les SDO de Prato et Sidanius, ont montré qu'il n'y avait pas vraiment de problématique familiale de maltraitance déterminant ces profils. Cependant, les hauts scores ont des parents également hauts en RWA ou en SDO. Il y a un effet culturel d'environnement proximal. Des parents double haut score auront des enfants double haut score, qui seront par exemple fortement ethnocentriques. Les parents enseignent la méfiance, la peur envers les groupes, mettent en exergue des situations menaçantes. Ils ont généralement un mode de vie qui est replié sur leur communauté. Ils ont très peu d'expérience avec les autres. Parallèlement, on voit que l'expérience, par exemple lorsqu'un ORWA connaît une personne homosexuelle dans son entourage, qui fait diminuer les préjugés à leur égard en général.
Ce n'est pas sans nous rappeler les incels qui arrivaient à se libérer de leur idéologie tout simplement en sortant, en discutant avec diverses personnes. Le cloisonnement dans un environnement idéologique dogmatique tend à une fermeture généralisée à l'autre, qui d'ailleurs justifie en retour l'idéologie. Donc là, on revient sur les idées qui avaient déjà été notamment travaillées avec les incels, qu'on avait vu pareil plus tôt dans une autre partie. Tout simplement, vous avez de la reproduction sociale. Si vous êtes dans un conditionnement social particulier, vous allez avoir un certain nombre de traits sociaux qui vont réapparaître. Et que vous ferez vous-même réapparaître si vous avez des enfants ou quoi. Et donc, on montre bien aussi que si on casse ce conditionnement social, eh ben, on peut casser ce genre de score en fait. C'est possible. Sur des SDO, c'est plus difficile. On l'avait déjà vu il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, je sais plus, parce que les SDO ont vraiment un égocentrisme extrêmement fort, qui font qu'ils n'acceptent pas en fait généralement de regarder ce qui se passe ailleurs. Ils en ont rien à péter et même si tu les mets devant eux, en fait, ils vont nier ça. Mais en soi, ne serait-ce que pour les RWA, vous pouvez beaucoup plus facilement le faire puisque juste en leur présentant littéralement des choses différentes, en leur faisant côtoyer des choses différentes, pas juste leur dire ah regardez, il y a tel article qui montre tel truc, non, qu'ils le vivent, qu'ils rencontrent des personnes de milieux différents et de milieux que notamment ils méprisent, alors vous pouvez casser un peu. Vous pouvez en tout cas à minima drastiquement réduire ne serait-ce que les a priori qu'ils ont en fait sur les autres groupes sociaux. Et ça c'est vachement important en fait. Après si tu as une seule personne d'une minorité dans un groupe avec des préjugés, tu as souvent la remarque de non mais toi t'es pas comme les autres et pas sûr que ça avance beaucoup. Non mais c'est pour ça que juste un individu dans un groupe n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit là c'est quand la personne va en plus de son groupe côtoyer une autre personne. Parce qu'effectivement, sinon, vous avez ce que dit Axel, si c'est un individu qui est, qui est dans le groupe, mais qui n'a pas les règles sociales du groupe, il va juste être stigmatisé. Donc en fait, ça ne changera pas grand-chose. On parle bien du fait de vraiment avoir quelqu'un qui est dans un groupe en soi, on va dire RWA, et qui d'à côté va également être en partie dans d'autres milieux, ne serait-ce que par le fait qu'il a des échanges avec une personne venant d'un autre milieu. Mais pas dans le cadre du groupe. Parce qu'encore une fois, sinon le cadre du groupe fait qu'il y aura effectivement des oppressions qui vont apparaître, et très naturellement et très rapidement. Ça me rappelle un truc que disait Proudly Radical dans un de ses streams dans le Vermont. Les gens sont assez progressistes mais restent racistes car la population racisée locale est quasi nulle et donc pas de cohabitation pour changer les préjugés. Exactement. Je suis dans la merde pour sociabiliser. De gauche dans un nid d'extrême droite. Ah oui, non, ça va être compliqué. Je me permets de boire, hein. M'en voulez pas. C'est bien pour ça, encore une fois, que je reprends Gigilou. Du coup, tu es le cas qui est mis en avant par Axel. Tu es la personne qui n'est pas raccord au groupe, mais qui est dans le groupe. Donc effectivement, là, malheureusement, il y a peu de chances, peu de probabilités que tu arrives à faire changer le groupe. Parce que tu es l'individu tout seul. En fait, il faudrait réussir à prendre un individu de ce groupe-là et à le sortir de ce cadre-là pour échanger avec lui, pour peut-être avoir un impact et réussir notamment à réduire ces visions stéréotypées. Jean-Tolmad aussi, pareil, tout soutien pour vous. Tout soutien. Je vous avoue que j'ai un peu ça aussi. Alors, mon environnement à moi, des gens avec qui j'échange, ça va. C'est des gens plutôt bien. Par contre, je vis dans le 3e tombeau de la chrétienté. J'ai 50% de la population de la ville qui est chrétienne, religieuse, pratiquante. J'ai un bassin de gens plutôt de droite, extrême droite. D'ailleurs, ici, on a un élu... alors non, ici, il n'est pas passé extrême droite cette fois-ci. Il est resté droite. Mais il était d'extrême droite avant. Enfin voilà, on est sur un bassin pas ouf. On n'est pas ouf ici. On n'est pas ouf du tout. D'ailleurs, hier encore, j'ai eu des interactions incroyables avec la personne qui est dans la supérette où j'ai acheté à boire. Parce qu'elle me disait, oui, vous voyez, les toilettes publiques, elles ont été cassées. Ça, c'est les petits jeunes, parce qu'ils veulent pas payer les 20 centimes et tout. Puis après, c'est qui va payer? C'est nous, c'est les impôts. Et je me suis retenu de lui dire, mais en vrai, plutôt que des gamins qui viennent du lycée, qui ont cassé des chiottes parce qu'il y avait 20 centimes à payer, je pense que c'est peut-être plutôt à cause des poivres de bar qu'il y a, parce qu'il y a des bars en fait autour, et qui sont beurrés comme des coins et qui ont peut-être essayé de forcer en étant un peu trop alcoolisés et qui du coup ont peut-être un peu beaucoup cassé les chiottes en fait, plus que les jeunes en fait. Voilà. Mais bon. Enfin bref. Et après discuter aussi du coup des impôts, tout ça, bon il y a de quoi rigoler. Mais bon, là n'est pas la question.
Moi, je reste reclus chez moi, j'ai laissé tomber, ça me déprime trop. Bah, c'est un petit peu aussi ce que je fais, hein. Je sors très difficilement de chez moi parce que bah, j'ai pas grand monde à voir. Et que la plupart des gens qui sont là tout autour de moi, que je ne connais pas encore, pas très envie de les connaître vu les discours qu'ils ont. À chaque fois que je sors avec le masque, je me fais prendre un parti. La dernière fois, je suis blanc comme un cul, hein. Je suis blanc comme un cul. J'avais le masque, je suis sorti, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque islamophobe. Enfin, genre, vraiment, tu as envie de te dire, les mecs sont tellement racistes qu'ils vont essayer de mettre des remarques islamophobes comme ça, gratos, peu importe le contexte, en fait. Genre vraiment, voilà, parce que du coup, comme j'avais le masque, il y a la personne qui était à côté de moi qui m'a fait une remarque en mode, le masque en fait c'est le fait de mettre un voile. Enfin, je sais plus quand elle m'a tourné ça, elle m'avait dit: «Bah, autant mettre un voile, hein, à ce niveau-là», je sais pas quoi. Et tu là, tu fais: «Waouh, waouh, comme ça donne envie». Ah, j'ai très, très envie d'aller échanger avec les gens dehors. Quel enfer. Enfin bref. Sinon ne pas avoir à payer 20 centimes, ça aurait pu être évité. Bah oui, non mais on est d'accord que si la mairie avait mis, en soi, gratuit, ça aurait été très bien aussi. Mais bon bref, moi je suis dans une ville de droite, hein, donc forcément tout va être payant. Enfin voilà. Voilà, c'est, bref. Je n'ai qu'une famille voisine directe, c'est un désert, ville de vieux qui se dépeuple. Ah non, moi c'est une ville de vieux mais qui se dépeuple pas parce que du coup je suis dans le sud, je suis dans la Côte d'Azur. Donc en fait, bah, t'as tous les vieux qui viennent passer leur fin de vie ici et il y a de plus en plus de vieux qui viennent passer leur fin de vie ici. Quelle joie. Enfin bref. Et puis oui, non mais on est d'accord que je mettrais un voile, ils en ont rien à dire en fait, hein. Ils devraient juste fermer leur gueule et mettre leur tête dans leur cul, hein. Mais voilà, c'est juste pour faire remarquer que les gens sont tellement racistes, sont tellement de droite dégueulasses ici qu'ils trouvent tous les prétextes pour faire des remarques en fait qui s'attaquent à tout le monde quoi. Enfin genre vraiment, voilà quoi. Voilà, c'est bref. Là, quand le maire est passé, je le dis de temps en temps, mais quand il y a eu les dernières élections, le maire est passé, sa première décision, ça a été d'armer les polices rurales pour se protéger de Marseille. Marseille est à 1h30 de route. Nos flics ruraux sont armés pour se protéger des cassos et autres, comment il avait dit ça? Et autres racailles de Marseille. Alors on va pas se mentir, strictement aucun Marseillais ne vient à Saint-Maximin. Hein? Ils en ont rien à péter. C'est genre, à 1h30 de route sans bus. À quel moment vous croyez que n'importe quelle personne de Marseille va venir ici pour faire, je sais pas moi, un vol ou je ne sais quoi? Enfin, genre vraiment. Vraiment. Sans déconner quoi. Enfin voilà. C'est une blague ton bled. Ouais, ça j'aimerais. J'aimerais que ce soit une blague. Mais c'en est pas une. C'est juste une ville de droite. C'est juste une ville catho de droite. Voilà, voilà. La délinquance, ouais, c'est ça quoi. Tu fais ouais, ok, d'accord, très bien les gars. Changez rien surtout, hein. Ne vous remettez pas en question, hein. Enfin bref. Je continue le texte tout de même. Go tout cramer. Oui. Cette communauté dans laquelle ils sont cloîtrés peut être notamment religieuse. Altmaier a découvert que le RWA était particulièrement corrélé au fondamentalisme religieux. Oh. T'as aussi les caméras sur les lampadaires à chaque rond-point. Alors pas encore, mais il y a des caméras qui commencent à se mettre à certains endroits. Parce que les caméras, apparemment, ça empêche les crimes. Non. 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 Toujours pas. Mais bon. Admettons. Donc, étonnamment, Altmaier a découvert, grâce aux échelles de RWA, qu'il y a une corrélation entre le fondamentalisme religieux et le haut score à l'autoritarisme de droite. On se demande bien pourquoi. Ce fondamentalisme est une conception rigide et dogmatique de la religion. Les fondamentalistes sont d'accord avec des items comme les principes fondamentaux de la religion de Dieu ne doivent jamais être altérés ou compromis avec les croyances des autres. Ils ne sont pas d'accord avec des items comme il est plus important d'être une bonne personne que de croire en Dieu et en la bonne religion. Alors là, je précise quand même, ici nous ne sommes pas anti-religieux, hein, qu'on soit d'accord. Vous pouvez avoir les croyances que vous avez, tant mieux si ça vous convient. Par contre, on est contre le fondamentalisme. On est contre les personnes qui sont fanatiquement religieuses. On est contre les personnes qui sont intégristes. Bref, on est contre les personnes qui vont utiliser la religion
et les religions du coup en général, pour en fait mettre en avant un dogme. Ça, c'est un problème. Ok? La religion, par contre, on n'en a aucun problème avec. La religion peut être diverse et variée. Vous pouvez vivre votre religion comme vous le sentez. Franchement, la religion n'est pas un problème. Le dogmatisme religieux, lui, par contre, c'en est un. Et c'est pas la même chose. Trop souvent, on fait la connivence entre les deux alors que ce n'est pas la même chose. Donc précisons-le quand même, c'est important. En tout cas, ça l'est pour moi. Même si moi, en soi, je crois en rien du tout. Hein, mais après, encore une fois, vous pouvez croire à ce que vous voulez. Je n'ai pas à vous dire, vous n'avez pas le droit de croire en je ne sais quelle religion. Ça ne me concerne pas, en fait. À partir du moment où, par contre, vous venez me dire, alors, tu dois te croire en cette religion-là, là, on aura un problème. J'ai changé d'avis quand ma kiné hyper catho m'a accueilli en tant que mec trans sans problème, en mode Dieu et l'amour universel. Mais oui, mais voilà, c'est ça où en fait vous voyez la différence. Si vous prenez la religion, on prend la religion catho, effectivement, puisque là tu as un exemple avec ta kiné catho. La religion à la base, elle vous dit Dieu est amour, Dieu accepte tout le monde, et elle te dit tout un tas de choses plutôt positives comme ça. Bah techniquement, en fait, quelqu'un qui est religieux ne va pas forcément être un gros connard de merde. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est dogmatique religieux, il va vous dire alors en fait moi j'estime que l'amour c'est comme ça, de cette manière-là, avec ce genre d'individu, dans ce cadre-là, bien précis. S'il s'en sort, c'est pas bien, c'est péché. Là par contre tu vas avoir un problème. Mais c'est pas la religion le problème du coup, c'est le dogmatisme. J'ai tendance à faire la différence entre spiritualité et religion. Avec la religion, le fait qu'il y ait une structure qui impose des trucs. Mais pas forcément. Tu peux avoir des religions qui sont donc une manière d'avoir, on va dire, formalisé une croyance, mais sans qu'il y ait d'imposition, d'un dogmatisme. C'est deux choses différentes en fait. C'est pour ça que moi je ne fais pas la distinction entre spiritualité et religion, parce que justement on a tendance à confondre religion et dogme religieux, qui sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir une religion qui a une structuration pour notamment fonctionner, avoir des prêtres, prêtresses et ainsi de suite, le lieu de culte, mais sans avoir de dogmatisme. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que si on ne fait pas la distinction justement entre la religion et le dogmatisme religieux, on va trop facilement tomber sur du coup un rejet de la religion en brut qui n'a pas de sens. En fait, c'est pas parce qu'on a organisé une croyance avec par exemple un système de prêtrise, de lieux de culte et ainsi de suite, qu'on est tombé dans le dogmatisme. Je pense que c'est dangereux de faire cette connivence-là, de faire ce lien-là. Je pense que c'est malheureusement dangereux. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas le faire personnellement. Ah, je vois que vous êtes en train de parler de Skyrim. Demain, on fera du Skyrim, promis. Je continue. La Bible ou d'autres textes sacrés religieux est considérée comme une vérité, sans métaphore ni analogie, à laquelle il faut obéir, car c'est l'absolu guide de conduite. Par exemple, Altmaier a collecté leur réponse à cette situation. Supposons qu'une loi soit adoptée, exigeant un enseignement pénible de la religion dans les écoles publiques. Dès la maternelle, on enseignerait à tous les enfants de croire en Dieu, à prier ensemble à l'école plusieurs fois par jour, à mémoriser les 10 commandements et d'autres parties de la Bible, à apprendre les principes de la morale chrétienne et à être finalement encouragés à accepter Jésus-Christ comme principe fondamental, leur sauveur personnel. Comment réagiriez-vous à une telle loi ? Les religieux non fondamentalistes et non au score RWA ont dit que c'était une mauvaise loi. Pas les fondamentalistes. Y compris lorsqu'on y ajoutait à cette situation qu'il s'agirait d'imposer ce modèle à des athées, à des juifs, à des hindous, etc. Vous voyez, c'est bien là où il y a une différence qui est importante, en fait. Le mot qui vraiment, qui montre ça, c'est vraiment le côté fondamentaliste, non fondamentaliste. Les personnes qui sont religieuses, mais non fondamentalistes, donc religieuses, ça sous-entend qu'elles sont dans la religion, elles sont peut-être, si on prend le cas de personnes chrétiennes, peut-être catholiques, elles sont enregistrées dans les fichiers de l'église, elles sont reconnues, elles sont baptisées, et ainsi de suite. Donc elles sont dans la religion, elles sont dans la structure religieuse. Elles n'imposent pas leur vision des choses. Parce qu'elles remarquent même que c'est pas bon, en fait. A contrario, les personnes qui sont fondamentalistes, donc qui prennent ça comme étant un bloc envers et contre tout vrai, et y compris pour ceux qui ne le croient pas et compagnie, eux, ils pensent qu'il faut l'imposer, que c'est bon, c'est juste, c'est valide, parce que c'est leur vision du monde, et que leur vision du monde, elle est forcément vraie et juste. Bien sûr, bien sûr. Ah là là.
Donc le problème il est vraiment au niveau du dogmatisme et vraiment pas du tout au niveau de la religion. C'est vraiment important de faire cette distinction, je pense. Il a ensuite testé un scénario où cette fois ce n'était pas leur religion qui était imposée et où il faisait partie d'une minorité. Supposons que vous viviez dans une démocratie arabe moderne, dont la constitution stipulait qu'il ne pouvait exister aucune religion d'État, même si la grande majorité de la population était musulmane. Ensuite, un mouvement islamiste fondamentaliste est élu au pouvoir et adopte une loi exigeant un enseignement rigoureux de la religion dans les écoles publiques. À partir de la maternelle, tous les enfants apprendront à croire en Allah, à prier ensemble devant la Mecque plusieurs fois par jour, à mémoriser des parties importantes du Coran, à apprendre les principes de la moralité islamique, à être encouragés à déclarer leur allégeance à Muhammad et à devenir un musulman. Comment réagiriez-vous à une telle loi? Là, les fondamentalistes ont trouvé cela injuste et ont défendu la minorité à avoir des droits, et ont dit qu'aucun enfant ne devrait se voir imposer une religion. Ce sont les mêmes qui, 30 secondes avant, te disaient « Ah non mais attendez, si on impose le catholicisme, c'est bon, c'est valide. Oui, oui, même si c'est des personnes musulmanes, même si c'est des hindous, même si c'est des juifs. Non, non, il faut imposer, parce que c'est la vérité vraie. » Là, par contre, on fait l'inverse. Ah non, non, attendez, c'est injuste, il faut qu'on ait le droit de croire ce qu'on veut, faut pas imposer une religion. C'est rigolo. C'est rigolo. Ce qui était évidemment en contradiction avec le fait qu'ils trouvaient cette même politique formidable quand il s'agissait de leur religion. Et en fait, c'est là il faut bien comprendre un truc, c'est que la vision fondamentaliste, on n'est plus sur une vision religieuse, on est sur une vision de la réalité. Pour eux, la vision religieuse est la réalité. Donc en fait, ils ne sont pas sur on impose une religion, on est sur on enseigne la vérité. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les personnes qui sont religieuses et les personnes qui sont fondamentalistes. Les personnes religieuses ont conscience, même inconsciemment, que leur croyance est une croyance, qu'il peut exister d'autres croyances, et que ce n'est pas un problème. Les personnes fondamentalistes, pour elles, ne sont pas religieuses, elles n'ont pas une croyance, elles voient la vérité, elles voient ce qui est vrai. Et puisqu'elles voient ce qui est vrai, alors on n'est pas sur de la religion, on est simplement sur l'enseignement de la vérité. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème en fait au final, parce que pour eux, quand on va imposer le catholicisme, on impose juste la vérité, c'est normal, il n'y a pas de problème. A contrario, si on vient imposer ici l'islam, ah bah non, là on impose une croyance, parce que c'est pas la vérité, c'est notre religion, donc ce n'est pas la vérité vraie, ça c'est faux, c'est une croyance, c'est une fausse croyance. Vous voyez, c'est ça la distinction qu'il y a entre les deux. C'est pour ça, encore une fois, qu'il ne faut pas assimiler religieux et fondamentaliste. Ça n'a rien à voir, dans aucune religion. C'est toujours particulièrement différent. Pourtant, il y a des gens dont la religion est leur première passion, vont à toutes les messes, chantent dans la chorale, font des dessins de Jésus, etc. Et sans que ça devienne des fondamentalistes. Mais tout à fait, mais tout à fait. Aucun enfant ne doit se voir imposer une religion, sauf si c'est la mienne, n'est-ce pas? Quel enfer, hein, ces gens, quel enfer. On pourrait aussi voir le problème des RWA comme issu de certaines dispositions, notamment leur sensibilité aux menaces. Lepage, en 2017, a montré une hyper-réaction du système nerveux central chez ceux qui obéissent à des ordres destructeurs, ce qui inhibe leur empathie pour mieux supporter une situation. Là où les désobéissants aux ordres destructeurs, potentiellement bas score, ont une meilleure flexibilité physiologique et donc peuvent conserver les signaux émotionnels forts de la souffrance, continuer à les sentir, et décider avec eux sans couper leur empathie, sans inhiber, afin de pouvoir décider de désobéir. Autrement dit, les RWA ne supportent pas de vivre le sentiment de peur et les sentiments négatifs, ce qui enclenche alors des défenses, notamment l'inhibition de l'empathie, qui permet de supprimer les émotions et les sentiments qui leur sont insupportables sinon. Là, on revient avec donc, cette expérience de Lepage de 2017. On revient a priori sur quelque chose qui avait déjà été travaillé plus tôt dans le texte, donc on a vu les précédentes semaines, qui est tout simplement que les personnes qui ont des hauts scores en RWA, en fait, ont une intolérance, on va dire, à certains fonctionnements. Ils ne peuvent pas supporter d'être malheureux. Ils ne peuvent pas supporter de vivre mal ce qu'ils font. Et donc, pour pouvoir le faire, il y a tout un travail cognitif extrêmement fort qui est présent, qui vise à supprimer en fait l'empathie envers les personnes qui vont faire souffrir. Parce que du coup, si tu supprimes l'empathie, finalement, tu fais plus souffrir une personne. Finalement, tu fais souffrir presque un objet. Donc finalement, c'est pas grave. Et ils peuvent continuer à vivre là-dessus. Mais il faut vraiment qu'il y ait cet effort physiologique qui soit fait. Il faut vraiment qu'il y ait cet effort cognitif qui soit là, présent,
pour pouvoir en fait couper cette empathie. Parce que sinon, si tu n'as pas ça, ils ne peuvent pas supporter ce qu'ils font vivre aux autres. C'est ça qui est super intéressant quand même. Après, ça m'arrive de devoir inhiber mon empathie certaines fois, surtout quand je dois aider des gens en souffrance, mais ça se fait tout seul, j'ai pas vraiment de contrôle là-dessus. Alors déjà, oui, bien sûr, mais surtout, c'est pas le fait de bloquer son empathie qui est un problème. Encore une fois, ce n'est pas le problème. Là, on constate un fonctionnement. On constate que les personnes qui ont des comportements extrêmement négatifs envers d'autres classes de population, envers d'autres groupes de population, que ce soit des groupes racisés, des groupes de genre et ainsi de suite, en fait, mettent en place ces fonctionnements-là pour ne pas avoir à subir le contre-coup de ce qu'ils font. Et c'est ça qui est problématique. Avoir l'empathie qui, on va dire, est mise en pause quand notamment vous êtes dans une situation de crise, vous avez quelqu'un qui est en souffrance en face de vous et que vous avez besoin en fait d'être là pour elle pour pouvoir justement être efficace. Pouvoir bloquer son empathie, c'est pas un mauvais truc en fait. Bloquer son empathie, c'est même nécessaire parce que si vous bloquez pas votre empathie, vous allez peut-être vous retrouver dans une situation où en fait vous n'allez pas pouvoir apporter de l'aide à la personne en face. Et donc vous serez moins efficace. Donc là finalement, bloquer l'empathie, c'est même quelque chose qui est de l'ordre de, comment dire, de la réponse adaptée. C'est la réponse la plus adaptée en fait pour pouvoir justement apporter l'aide que vous voulez apporter. Parce que si vous ne le faites pas, vous vous retrouvez coincé en fait. Vous vous retrouvez coincé dans le fait que vous n'aidez pas la personne parce que vous êtes submergé par votre empathie. Ce qui est problématique, encore une fois. Donc le fait de bloquer l'empathie n'est absolument pas un problème en tant que tel. C'est vraiment pas un problème. Et puis même là en fait, c'est pas non plus un problème. On constate juste qu'il y a ce fonctionnement-là. Les personnes qui font preuve de haut score en RWA et qui donc ont des comportements violents envers des groupes de minorités, par exemple, pour pouvoir faire ça, sont obligés de mettre en place des stratégies, justement, pour pouvoir continuer à avoir des fonctionnements oppressifs, violents. C'est ça qui est intéressant, parce que du coup, ce que ça montre, c'est pas que c'est bien, pas bien. Encore une fois, c'est un fonctionnement. La science, là, et donc le page derrière, constate juste que ça marche comme ça. C'est pas bien, c'est pas mauvais, on n'en sait rien en fait, juste on constate que c'est ça le fonctionnement. Par contre, d'un point de vue militant, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire que du coup, on constate que ces fonctionnements qui sont délétères pour les sociétés, qui sont violents, oppressifs, ils peuvent être cassés. Et de manière finalement relativement simple. Il suffit d'épuiser cognitivement la personne oppressive pour qu'elle ne soit plus en mesure de pouvoir mettre en pratique cette technique, de bloquer l'empathie, et que du coup, factuellement, elle pourra du coup moins être propice à faire des choses horribles, parce que du coup, elle ne pourra pas nier les choses horribles qu'elle fait. Parce que ça sert à ça, le fait de pouvoir bloquer l'empathie. En bloquant l'empathie, ça permet du coup de supprimer le retour émotionnel qui te dit « Attention, là, ce que tu fais, c'est horrible !» Si tu peux pas le faire, du coup, tu vas constater, ton cerveau va te dire « Attention, là, ce que tu es en train de faire, c'est horrible. Tu te rends compte que ce que tu fais, c'est pas bien ?» Non, vraiment, t'imagines si t'étais à sa place? C'est pas bien, hein. Et donc, si tu fais ça, la personne, elle peut vachement moins le faire, tout simplement. Et c'est ça qui est super intéressant. D'un point de vue notamment militant, c'est super intéressant, en fait. Parce qu'encore une fois, la science, elle ne prescrit pas. La science, elle décrit. Elle te dit juste, c'est ça le fonctionnement. Mais du coup, nous, on peut en tirer quelque chose. Je continue. A noter que le RWA et le SDO sont en corrélation négative avec l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on épuise cognitivement un facho dans la vraie vie? Parce que c'est eux qui ont tendance à le faire avec du seed-learning. Alors justement, c'est compliqué, on est d'accord. Je suis pas sûr qu'il y ait de bonnes réponses sur comment le faire, en vrai. Parce que déjà, ça voudrait dire notamment réussir à le sortir d'un groupe. Ça déjà, ça peut être un peu compliqué. Parce que forcément, pour épuiser un petit peu, il faut pas qu'il ait trop de possibilités de se replier ou quoi. Si tu laisses dans un groupe, il va probablement se replier avec les autres, se soutenir les uns les autres, et donc tu vas passer à côté. Ce qui va être compliqué. Recréer des emplois qui ont du sens, ça peut être une réponse. Par exemple, si tu vas mettre une personne qui a ce genre de haut score dans des situations, on va dire, un peu plus concrètes, et notamment où il va rencontrer d'autres types de personnes, on a vu déjà que ça pouvait marcher. Mais là, on n'est pas sur l'épuisement, par contre. On est juste sur le fait de se confronter à d'autres contextes. Et qu'en se confrontant à d'autres contextes, ça va casser son dogmatisme, qui est notamment issu du fait qu'il est dans un vase clos. Donc là, on n'est pas du tout sur l'épuisement. Même si on pourrait dire que certains emplois peuvent avoir peut-être des capacités d'épuisement cognitif assez lourds. C'est possible. La dernière fois, je ne sais pas si Vici c'est encore là, on avait parlé du fait de notamment... Tout simplement, si tu contrôles un peu le cadre,
ta personne à haut score, tu lui fais faire passer des tests, psychométriques assez lourds, en fait. Tu as certains trucs qui peuvent être très lourds cognitivement parlant et du coup, bah, ça, en fait, ça les épuise et on avait fait une blague, qui reste une blague, hein, mais imaginez si tous les élus, par exemple, de l'Assemblée nationale et compagnie, avant de faire le moindre vote sur la moindre loi, devaient faire, je sais pas moi, 2 heures de, tests psychométriques lourds. Histoire de bien épuiser, cognitivement et après tu les laisses aller faire des lois. Bah, probablement qu'on aurait vachement de lois, vachement moins de lois qui seraient oppressives et qui, viennent mettre des taquets monumentales, validistes et compagnie. Vous voyez? C'est pour ça que encore une fois, c'est compliqué. Dans un cadre scientifique, oui, c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est moins difficile, je dirais, parce que même là, c'est pas forcément facile. Dans la vraie vie, c'est pas forcément facile du tout, voire ça peut être totalement impossible. Et encore une fois, je n'ai pas forcément de réponse. Je n'ai pas forcément de réponse parce que effectivement, là, comme ça reste compliqué. Ça donne des pistes de choses où il faudrait aller développer, essayer de trouver des outils, plus que de vous dire alors cet outil, c'est celui-là et il faut l'utiliser. Il mettra son énergie dans un comportement productif, potentiellement plus prosocial. Ça peut, mais ça ne veut pas dire que ça sera forcément épuisant d'un point de vue cognitif. On l'a déjà vu en fait. Tu as des personnes qui travaillent par exemple dans les métiers du soin et qui sont pourtant avec des personnalités extrêmement haut score, RWA, qui sont extrêmement violentes avec leurs patients parce que bah, notamment tout le système de mettre en place le blocage d'empathie est là et qu'ils peuvent avoir des comportements et des fonctionnements qui sont très violents en fait. On va faire du silioning aux fachos, ça va leur faire tout drôle. Ça pourrait. Peut-être que ça pourrait. Peut-être que ça pourrait. Je continue. À noter que le RWA et le SDO sont en corrélation négative avec l'intelligence émotionnelle, ce qui montre une réaction de rejet des émotions qui alors peuvent avoir une emprise inconsciente sur les comportements et les attitudes. C'est allié aussi à des apprentissages socio-culturels où l'émotion est dévalorisée, où il est appris qu'il faut la supprimer, qu'elle est mauvaise, comme pour l'éducation des garçons, mais aussi dans les attitudes attendues dans un métier, comme le fait de ne pas paraître faible chez les policiers. Donc, à chaque signal de peur, ils renforcent leur agressivité envers les exogroupes, ce qui cache superficiellement la peur. Mais cela est néanmoins une attitude non autodéterminée, car elle est déterminée par la peur. Généralement, les femmes ont des scores plus bas en SDO. Elles subissent moins cet apprentissage du rejet des émotions, des tentatives de suppression, sont globalement moins alexithymiques. Alexithymique, ça veut dire difficulté à exprimer ses sentiments, voire incapacité à verbaliser ses émotions. Je précise quand même au cas où. De par cette valorisation de l'intelligence émotionnelle qu'on leur a inculquée. On pourrait donc lier tout ceci à un problème avec des compétences socio-émotionnelles qui n'a pas été apprise ou pas développée pour des raisons de conventionnalisme chez le RWA. Un homme ne montre pas ses émotions, n'en vit pas, car il a plus de raisons qu'une femme. Et ceci crée des lacunes concernant la gestion des émotions, ce qui renforce aussi parallèlement le fait de rester dans son endogroupe, d'avoir peur de l'exogroupe, car il est plus facile de comprendre émotionnellement un individu qui est similaire à nous. Tout ça, encore une fois, ça montre quand même pas mal de choses. Alexithymique, c'est pas seulement des problèmes à la verbaliser, c'est aussi savoir les reconnaître en soi. Bah oui, c'est ce qui était dit, non Difficulté à exprimer ses sentiments. Je pense que peut-être qu'on a confondu exprimer avec le fait de verbaliser. Pour moi, exprimer une émotion, c'est savoir qu'on la ressent. En fait, c'est notamment ça. Après, peut-être que c'est effectivement pas suffisamment précis, donc voilà, on va peut-être effectivement prendre plutôt la description d'Axel, je pense qu'elle est pas mal. Effectivement, problème à verbaliser, mais problème à la reconnaître en tant que telle en nous. On ne sait pas, en fait. On n'est pas sûr. On se dit, ouais, peut-être ça, peut-être pas. Voire juste, on passe complètement à côté. Ça fait combien de temps la VOD? Question con. On l'a fait à 11h55. Il est 13h. Bon, en gros, ça fait 1 heure. Je vais avancer encore un tout petit peu. On va faire encore un petit pavé et je pense qu'on coupera après. Pour le RWA, on a donc possiblement divers déterminants. Une transmission culturelle du RWA à travers la famille, le groupe. Tout particulièrement dans un contexte de fondamentalisme religieux. Globalement, un repli dans l'entre-soi, peu d'expériences de personnes variées. Au niveau des dispositions, il y aurait une sensibilité physiologique à la menace, liée à des piliers de personnalité qui, eux aussi, accentuent la perception des menaces, la peur, le fait de rester dans un entre-soi, le peu d'ouverture à l'expérience, la conformité sociale. Le dispositionnel, comme le culturel, les font réguler leurs émotions d'une façon qui s'oppose à leur autodétermination, à leur capacité empathique pourtant présente.
Par exemple, en obéissant à des ordres destructeurs, en vantant une politique autoritaire, y compris lorsque celle-ci leur est nuisible. Pour vous dire, hein. Mais c'est là une politique autoritaire qui canalise et régule à leur place les émotions négatives en étant extrêmement punitives. En gros, ils vont même au point de faire, d'approuver des fonctionnements qui vont leur porter préjudice parce que ce fonctionnement-là va leur permettre en fait de ne pas avoir à gérer leurs émotions. En mettant toute, la responsabilité sur ce fonctionnement sur cette loi, admettons, sur ce fonctionnement autoritaire, ça leur permet d'évacuer à eux la nécessité de regarder à eux-mêmes leurs émotions. Et ils n'ont plus besoin de le faire puisqu'il y a un système pour s'en occuper à leur place. Donc c'est vachement pratique. On en est tellement loin en fait en termes d'incapacité à accepter ses émotions, à être en mesure de les gérer, que même des systèmes qui vont nous être oppressifs, on va les valider parce que ça permet de ne pas avoir à prendre en compte ses émotions. Pour les RWA, il y a peu de liens avec leur place dans la société, leur statut socio-économique ou le fait dont ils seraient ou non discriminés de façon systémique. Les SDO sont au contraire bien lotis dans la société. D'ailleurs, les chercheurs remarquent que plus un profil est stigmatisé par des critères arbitraires, genre couleur de peau, etc., moins il est élevé au niveau SDO. Le niveau SDO est bas et à peu près peu différent entre afro-américains, hispaniques-américains. Il est par contre très différent avec les blancs. Les hommes ont toujours un niveau SDO supérieur à celui des femmes, d'autant plus s'ils sont blancs, hétérosexuels, à haut statut économique. Les caractéristiques où le SDO sont d'ailleurs le plus fortes. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Le RWA, ça mesure votre capacité, en fait, à tout simplement rentrer dans un système d'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Mais vous pouvez avoir n'importe quel bagage social derrière. Vous pouvez être homme, femme, racisé ou pas. Vous pouvez être bien loti d'un point de vue pécunier ou pas. Finalement, ça n'a pas vraiment de relation. Votre croyance fondamentale vient plutôt d'un contexte qui vous a dit que autour de vous c'est dangereux. Comme autour de vous c'est dangereux, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et vous allez adhérer à cette vision-là. Peu importe finalement le bagage que vous avez derrière. Le SDO par contre, donc l'orientation à la dominance sociale, on est sur autre chose. En fait, on se rend compte que ce qui conditionne le plus le SDO, c'est tout simplement est-ce que vous venez d'un milieu de dominant. Plus tu cumules d'éléments dominants dans ton contexte, plus tu auras un haut score en SDO. A contrario, plus tu cumules les éléments de soumission, en tout cas de stigmatisation, de discrimination, et moins tu auras un haut score en SDO. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Du coup, peut-on dire que le haut niveau est un marqueur de personnes émotionnellement fragiles ? Oui, en vrai, on pourrait. Il doit y avoir beaucoup de problèmes d'anxiété, je suppose, chez les RWA, mais complètement. C'est justement en fait, il faut bien comprendre que le haut score en RWA, c'est l'incapacité, en fait, ce que ça pourrait traduire peut-être, je vous dis peut-être, c'est l'incapacité à accepter les émotions négatives. On ne veut pas avoir à voir et gérer les émotions négatives. Donc on pourrait faire le parallèle, effectivement, que un haut score en RWA pourrait en soi être marqueur de personnes émotionnellement fragiles. Ça peut. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes émotionnellement fragiles auront un haut score en RWA. Ça ne veut pas dire que les personnes qui sont avec un haut score RWA sont forcément des personnes qui sont émotionnellement fragiles. Pas forcément non plus. Par contre, ce que ça va pouvoir peut-être traduire, c'est qu'elles sont issues d'un contexte où on fragilise au niveau des émotions, où on fragilise au niveau de la prise en compte et l'acceptation des émotions, et notamment des émotions négatives. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça montre bien du coup qu'il y a un vrai travail derrière, en fait, dans le contexte, encore une fois, un travail qui peut être inconscient, mais il y a un vrai travail, en fait, de négation de l'aspect émotionnel. Et ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, on peut tomber dans un raccourci un peu facile, mais pas entièrement faux, qui serait que du coup, les hauts scores en RWA sont en gros fragiles, émotionnellement parlant. Ce qui est toujours rigolo, d'ailleurs, c'est généralement ce genre de personnes qui viennent vous dire « Ah, vous, à gauche, vous êtes vraiment des fragiles. »
C'est toujours très rigolo, du coup, puisque c'est eux qui ne supportent pas l'existence de quelque chose qui ne rentre pas dans leur cadre de pensée personnelle, quoi. Lecture de V6, tout à fait. Bonjour Doty, j'espère que tu vas bien. On est en pleine lecture de En toute puissance, et là nous sommes plus particulièrement sur les SDO, leur attention à la dominance sociale et les RWA, right-wing autoritarisme, l'autoritarisme de droite. Et donc là, on est en train de plus particulièrement décrire la relation par rapport aux émotions. Et on constate qu'en fait, les RWA ont, donc les autoritarismes de droite, ont une certaine intolérance aux émotions négatives, et donc ils vont rentrer dans des systèmes qui peuvent notamment les discriminer eux, parce que ça leur permet, ce système, de passer outre la gestion de leurs émotions. En n'ayant pas géré leurs émotions, ils sont contents. En tout cas, ils sont moins malheureux. Et donc, du coup, ils vont accepter et valider des systèmes qui pourtant vont potentiellement les oppresser. On constate également que d'un point de vue de marqueurs socio-économiques, finalement, c'est assez random. Les hauts scores en autoritarisme de droite peuvent être un peu issus de tous les milieux, de tous les types de genres, de tous les types de statuts professionnels et ainsi de suite. Ça change pas beaucoup. A contrario, les SDO, par contre, on est vraiment sur le score qui vous montre quelqu'un qui est un dominant oppressif. Et en fait, on constate qu'il y a une corrélation directe entre plus tu as d'éléments marquants de dominance et de et d'avantages, avantages pécuniaires, avantages en termes de placement ethnique et ainsi de suite, plus tu vas avoir un haut score en SDO. A contrario, plus tu vas cumuler les marqueurs comme quoi tu es dominé, que tu as des désavantages sociaux par l'ethnie, par le genre et ainsi de suite, au contraire, plus ton score en SDO sera bas. Un des constats qui a été fait, et c'est étonnant dans un monde aussi patriarcal que le nôtre, hein, vraiment, on s'y attendait pas, c'est que les hommes ont quasi systématiquement un haut score, en tout cas un score plus haut en SDO que les femmes. C'est pas bizarre, hein? Est-ce que ça viendrait du fait que dans une société patriarcale, on fait valoriser chez les hommes justement le fait de dominer, de rabaisser les autres? Ce serait rigolo. Quand même, quand même. Mais donc voilà, c'est assez intéressant. Et notamment là, le petit passage qui est très intéressant, je trouve, c'est que les études qui ont été faites du coup au niveau des États-Unis montrent que finalement, même si vous prenez différentes personnes de la société, les Afro-Américains et les Hispaniques américains ont des scores de SDO qui sont bas et qui diffèrent assez peu. C'est-à-dire que peu importe finalement que même tu es éventuellement un Afro-Américain qui a une situation plutôt avantageuse, finalement il va quand même avoir un score de SDO assez bas parce que le racisme qu'il y a là-bas, les discriminations qu'il y a là-bas sont tellement prégnantes finalement que même en ayant quelques avantages, tu ne fais pas partie de la classe en haut en fait. Et donc tu es quand même vachement moins propice à avoir un haut score en SDO. Et par contre, on voit que au niveau des populations blanches, c'est très différent. Parce qu'en fonction que tu sois un blanc qui soit fils de bourgeois, patron d'entreprise, ou un blanc qui est petit prolétaire au fin fond d'un quartier complètement pourri et désabandonné, et abandonné, t'as pas du tout les mêmes éléments en main en fait. Et du coup, tu n'as pas du tout le même score de SDO qui ressort. Étonnant, étonnant. Et on constate évidemment, là je remets un petit point pour bien insister dessus, mais les meilleurs scores en SDO, donc vraiment les pires des pires, quoi, c'est les hommes qui sont blancs, hétérosexuels et avec un haut statut économique. Voilà, comme ça on est vraiment bien, quoi, hein. On est vraiment sur le bon truc, quoi, c'est les mecs, en gros, miso, bourgeois, quoi. Enfin voilà, on est vraiment sur le bon truc, bien comme il faut, hein, en qualité, hein, qualité. Enfin bref, est-ce que c'est étonnant? Non, pas du tout. On continue. Pour les SDO, on a une forte détermination sociale. Être favorisé dans la société pour des critères arbitraires, hein, ainsi que la chance d'avoir de bonnes conditions de vie, peut mener à avoir un niveau élevé de SDO. À cela, on peut rajouter les interprétations pour expliquer l'anticompassion des élites, que l'on a vu dans l'extension RS, donc une partie un peu plus précédente. À savoir que celles-ci optent pour un mode possessif et concurrentiel de la vie sociale pour maintenir leur pouvoir de domination, et donc excluent tout comportement d'entraide, de solidarité, de partage, de compassion, d'empathie, afin de garder en quelque sorte leur supériorité matérielle et leur pouvoir de domination. Autrement dit, qu'est-ce que ça dit? Si vous allez voir des gens, notamment qui font de la prise de décision, donc concrètement les patrons, les politiques et tout ça, déjà vous constatez que dans nos sociétés, c'est des mecs. Bah ouais, société patriarcale oblige, hein, quand même.
c'est du pouvoir, hein, donc on va pas laisser ça à des femmes. Bah non, bah non. Donc c'est évidemment des bons petits bros qui viennent prendre la place. Mais qu'en plus, du coup, dans cette vision qu'ils ont de pouvoir récupérer le pouvoir, et bah forcément, ils se rentrent tous en condition de combat les uns avec les autres. Oh, c'est rigolo! Et donc du coup, il promeut d'autant plus des comportements de merde, violents, oppressifs, même entre eux. Que c'est bien, que c'est bien. Ah là là! Oui, oui, c'est ce qui était dit, Gentlemad, un peu plus tôt, justement, c'est que ça fait partie des éléments qui sont notamment dans le conditionnement masculin dans nos sociétés occidentales. Ça fait partie des choses qu'on met en avant pour le genre masculin. On dit que les bonnes règles sociales pour faire un bon bonhomme, c'est d'être solide, de pas avoir d'émotions, pas pleurer. C'est fort un homme. C'est un gros cerveau, ça c'est tout. Voilà, ça c'est vraiment le pire, mais malheureusement c'est vrai. Il se passe quoi mentalement quand un SDO chute socialement? Alors il va dire que la vie est injuste, qu'il a des ennemis qui mettent tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, que en fait il va reprendre parce qu'il vaut mieux. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc en fait, est-ce que tu t'attendais à une remise en question? Oui, probablement. Est-ce que ça fait ça? Pas du tout. Pas du tout. Genre pas un brin. J'étais justement sur un stream juste avant qui abordait le sujet de la psychologie positive en entreprise et la favorisation de l'action individuelle et sur l'action collective. Ça enchaîne bien, n'est-ce pas? Tu étais sur quoi comme stream? Question bête. Du coup, Doty. Je suis la curiosité. Je veux bien savoir sur quoi tu étais. Parce que pour le coup, peut-être que ça peut être une chaîne que je ne connais pas et qu'il pourrait être intéressant que j'aille checker. Erin Firesia, je crois que j'ai un follow et que j'ai jamais pu trop regarder. Je crois que j'ai un follow et que j'ai jamais pu trop regarder. Mais je crois que j'ai un follow là-bas. Je crois très très fort que j'ai un follow là-bas. Et ça me dit quelque chose. Un pseudo comme ça me parle. Ça me parle. Mais ok. Toujours est-il que du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est quand même assez marquant, quoi. C'est assez ouf. Toi aussi, t'as pas assez dormi? Oui. Et pourtant, j'ai dormi beaucoup. Comment vas-tu, Niri? J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien aujourd'hui. T'es toujours en vacances, toi, en plus. J'espère que ça se passe bien. Je continue un petit peu le texte. C'est pourquoi la question des régulations émotionnelles, des compétences socio-émotionnelles qui seraient peu développées chez les RWA, me semble d'ordre différent chez les SDO. Même si on voit une absence d'empathie et peu d'intelligence émotionnelle, celle-ci me semble peut-être davantage exercée pour des raisons stratégiques, instrumentales, afin que ce haut score parvienne à ses fins extrinsèques. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que ça dit, c'est que l'incapacité de gérer les émotions de la part des hauts scores RWA est une incapacité qui relève des individus, des inclinaisons des individus peut-être dues au contexte qui leur a appris ça, mais ce n'est pas voulu, ce n'est pas choisi. Prenez-le en compte. Ça veut dire qu'ils subissent ce système. A contrario, les SDO ne le subissent pas. Les SDO choisissent sciemment de le faire pour leur avantage. Vous voyez la distinction entre les deux ou pas? C'est important. C'est important. Parce que c'est marquant, du coup. Les SDO, on est vraiment sur des individus qui choisissent sciemment d'être des sales races envers les autres parce que ça leur apporte quelque chose. Là où les hauts scores en RWA vont, malheureusement pour eux, avoir une incapacité à gérer leurs émotions négatives et donc avoir des comportements extrêmement négatifs envers tout un tas d'autres personnes, mais en fait pour s'éviter d'avoir à subir leurs éléments négatifs en fait. Donc c'est vraiment pas du tout pareil. Et bonjour mondialistique, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu te portes bien. Je continue. La question du préjugé chez les SDO semble plus en lien avec des raisons instrumentales qu'avec des peurs liées à un poisonnement dans l'endogroupe. Parce qu'ils veulent réussir dans une société qui est inégalitaire, dans laquelle ils ont de base un bon positionnement sur l'échelle de la hiérarchie sociale arbitraire et injuste, et parce qu'ils veulent le garder, voire augmenter ce pouvoir de domination et étendre leurs avoirs, leurs possessions, alors l'anticompassion devient une stratégie logique qui leur permet de tirer profit de l'exploitation de l'autre sans ressentir de problème.
L'intelligence émotionnelle, notamment sa facette prosociale et empathique, n'est alors pas développée à cause de peur ou d'angoisse, mais parce que ça leur est pas utile à leur projet. Vous voyez, encore une fois, on insiste bien, mais c'est pas sans raison. Autrement dit, le profil SDO est beaucoup plus ancré comme étant issu de la structure dominante de nos sociétés, contrairement au RWA qui semble plus lié à l'influence des environnements proximaux particuliers. Ce qui fait que malheureusement, il y a très peu de résultats de transformation du score de SDO. Les situations ne les font pas changer, parce que les situations sont toutes immergées dans une structure à aspiration et motivation extrinsèques, et peuvent être interprétées sous cet angle. On trouve quand même des effets de diminution du SDO en fréquentant l'université. Ça a été montré par Sidanius, Liu, Shaw et Prato en 1994. Ça, c'est quand même intéressant, ceci dit. C'est pas la description d'une personnalité narcissique. Oui, oui, bravo, exactement. Être narcissique, généralement, c'est très fortement corrélé avec un haut niveau de SDO. Sauf que du coup, si tu es narcissique et que tu as tous les avantages du monde dès le début de la partie, tu es un haut score SDO. Si tu es juste narcissique, bah tu es juste narcissique. T'es pas forcément un haut score SDO. Mais voilà, c'est très fortement corrélé. On parle de quoi? Alors on est en train de faire de la science sociale, on est plus particulièrement sur les profils des droitos. Voilà. On est sur les profils des gens droitos, on est sur les profils d'extrême droite, on va dire, en termes de fonctionnement, même si encore une fois, on n'est pas sur de la politique, on est vraiment sur des fonctionnements, donc c'est deux choses différentes. Mais en gros, on est sur tous les fonctionnements qui poussent à être ethnocentrés, donc à faire preuve par exemple de racisme. On est sur tout ce qui est les fonctionnements qui visent à avoir une vision comme quoi la société doit être ordonnée, doit être avec l'ordre, la loi et l'ordre, avec le respect de l'autorité, avec de la personnalité narcissique. Enfin voilà, on est sur ce bassin-là. On est en train de parler de tout ça. C'est vachement bien. Ouais. Non, c'est pas ça. Et merci Octo. Merci énormément pour ce premier sub. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup, beaucoup. En plus, je crois que je t'ai pas vu aujourd'hui. T'arrives et direct, tu mets un sub. C'est énormément sympathique. Merci beaucoup. C'est trop gentil. SDO, c'est le level up du narcissique, je note. Bah, en fait, c'est la rencontre entre narcissique et avantagé par la vie. Voilà, c'est vraiment le moment où tu as les deux qui se rencontrent, quoi. Quand d'un côté, tu es narcissique et qu'en plus de soi, tu es un blanc bourgeois mascu, voilà, là c'est le moment où vraiment c'est le level up, quoi. SDO, c'est l'orientation à la dominance sociale. Autrement dit, du coup, le fait que ta manière de fonctionner consiste à dire et à croire et à être convaincu que tu es au-dessus et supérieur à tous les autres, qu'il y a des différentes classes, des différentes hiérarchies dans la société, que toi tu es tout en haut de cette hiérarchie et que tout te doit d'être offert en fait. Le monde est là pour toi. Le monde t'appartient, tu as forcément raison, tu es tout au-dessus et les autres sont des sous-humains finalement. Voilà. On est vraiment sur ça. On est sur une vision aussi méritocratique, hein. D'ailleurs, au passage, on va le rajouter, mais si vous doutez bien que je vous dis que c'est vraiment la bonne conjonction entre d'un côté le narcissisme et de l'autre côté le côté bourgeois et tout, vous vous doutez bien que la méritocratie aussi, elle pointe bien son bout de son nez, et donc on est sur ces gens qui ont une vision aussi qui est que ils ont ce qu'ils méritent. Voilà. Ils méritent d'être au-dessus des autres. Ils sont au-dessus des autres. C'est un fait. Point. Voilà, acceptez-le. Donc on est vraiment sur nul. Hein. On est vraiment sur Jean Connard bien comme il faut. Et donc, ce qu'on a montré juste avant que tu arrives, pour Octo et pour Niri, donc juste avant que vous arriviez, c'est notamment que, étonnamment, vraiment, hein, c'est surprenant, hein, le SDO est corrélé, donc notamment au niveau du statut économique et social, mais que les plus hauts scores de SDO qu'on a constatés sont chez des hommes blancs, bourgeois, hétéros. C'est ça, c'est le profil qui a le plus haut score de SDO. Genre vraiment tout en haut. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a constaté aussi de manière récurrente que les femmes ont toujours un score de SDO plus bas que les hommes. Les personnes racisées ont toujours un score de SDO plus bas que les blancs. Étonnant. Étonnant. Vraiment, on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Enfin voilà, donc c'est... non, vraiment, on est sur la personnalité de qualité, quoi. Vraiment, on est sur des gens bien. Non.
Bonjour à tous, toujours aussi passionnant sur les sujets que tu choisis. Bah, j'essaye. Là, actuellement, on est sur une lecture qui date quand même. On a commencé la lecture depuis octobre. On est sur En toute puissance, un livre de V6. Alors tout à l'heure, V6 était dans le chat, je ne sais pas si elle l'est toujours, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir, vous avez le blog Hacking Social, hop, je vous ai mis le lien dans le chat, vous avez le blog Hacking Social où elle fait beaucoup de travaux, beaucoup de textes sur différents sujets qui sont vachement bien, et vous avez notamment En toute puissance qui est disponible, et vous avez également la chaîne Horizon Gull, qui est plutôt gérée par Shaika, du coup, sa compagne, et qui fait des vidéos de vulgarisation de sens social aussi, et c'est bien, voilà. En soi, je trouve pas de quoi, qui que, hein. J'ai raté le quoi. Une personne abusive et manipulatrice n'a rien à voir avec le fait d'être SDO. Alors, une personne SDO est abusive et manipulatrice. On est sur ça. Il faut voir ce lien-là. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit en soi, et c'est pour ça que je reprécise aussi, narcissique n'est pas SDO. SDO est narcissique. Par contre, vous voyez, il y a une différence. L'un inclut l'autre, l'autre n'inclut pas le premier. Voilà. Donc SDO, vous avez effectivement du narcissisme, mais c'est pas parce que vous êtes narcissique que vous êtes avec un haut score SDO. Encore une fois, vous pouvez être une personne ultra narcissique, manipulatrice, tout ce que vous voulez, et ne pas du tout avoir tous les avantages sociaux, être malheureusement racisé, être une femme, et admettons, pour vraiment faire le combo général, être une femme trans. Voilà, comme ça, vous cumulez les trucs, quoi. Hein. Et là, tu verras que tu ne seras pas avec un haut score de SDO. Parce que, en fait, factuellement, dans notre société, tu en prends plein la gueule constamment. En fait. Donc, du coup, tu ne peux pas avoir un haut score SDO, quand bien même tu pourrais être très narcissique, manipulatrice, et ce que tu veux. Donc, on est vraiment sur une distinction entre les deux. Les SDO cumulent tout ce qu'il ne faut pas. On est d'accord. Mais dans l'autre sens, non. C'est des suprémacistes blancs, si je comprends bien. Ça peut très facilement, oui. Ça passe bien. Généralement, les SDO sont des gens plutôt dirigeants, hommes, blancs, masculins, hétéros, riches. Donc oui, ça donne un profil qui, étonnamment, se retrouve très facilement chez des suprémacistes blancs. Oui, oui. Mais tous les suprémacistes blancs ne sont pas forcément SDO. Des suprémacistes blancs peuvent être aussi juste des gens qui ont un haut score en RWA. Le haut score en RWA, c'est le right-wing autoritarisme, l'autoritarisme de droite. Et en fait, là-dedans, tu peux avoir des personnes qui sont juste des personnes qui suivent, en fait. Ce sont des personnes, les RWA ont une incapacité à gérer leurs émotions négatives. Comme ils ne gèrent pas leurs émotions négatives, alors ils sont capables de rentrer dans des systèmes qui sont extrêmement oppressifs, parce que ce système leur permet de ne pas avoir à gérer leurs émotions. Le système s'occupe de leurs émotions. Le système leur dit on doit faire ça, point. Et donc tu fais ça, tu réfléchis pas, tu te poses pas de questions, tu suis le chemin. Le truc des SDO, c'est pas qu'ils sont incapables de ressentir des émotions négatives, c'est qu'ils ont choisi sciemment de ne pas écouter leurs émotions négatives parce que ça leur apporte un avantage. Parce que être un gros connard, ça leur permet de récupérer plus de pouvoir. Et c'est là où il y a une distinction entre les deux. Les suprémacistes blancs peuvent être un haut score SDO, comme ils peuvent être un haut score RWA, comme, et alors là tu as l'ultime connard, un haut score RWA et un haut score SDO. Là vraiment t'es sur le level qui est au-dessus de tout. Hein. Là vraiment t'es parfait quoi. Parfait dans le plus mauvais, hein, s'entend. Voilà, la totale, hein, vraiment là. Globalement, si vous avez un haut score en RWA et un haut score en SDO, vous êtes quelqu'un d'extrême droite. On va placer le truc. Hein. Et c'est fortement relié également au fondamentalisme religieux. C'est-à-dire qu'en plus de ça, vous êtes un fanatique religieux, quelle que soit la religion. Donc là, on est vraiment sur la personnalité la pire possible à rencontrer. On est vraiment sur une raclure. Voilà, on va placer les mots quand même, hein, à un moment donné, il faut aussi. Hein. Donc ça c'est vraiment le pire. Mais du coup, tu peux avoir pas mal de profils qui sont derrière, quoi. Quand on dit que le pouvoir corrompt, est-ce que les personnes augmentent leur score SDO pour s'adapter à l'environnement? Alors oui, tu peux avoir ça. Zemmour, on se cumule les deux. Ah oui, je pense, parce que Zemmour, tu vois qu'il a une réelle peur des étrangers. Il a une réelle peur des femmes et compagnie. Donc on est vraiment sur les registres RWA. Il flippe vraiment. Il est incapable d'accepter ça et ça lui fait peur. Et à côté de ça, on voit aussi qu'il y a toute une structuration de son discours, de sa manière de se présenter, de faire et compagnie, qui montre que quand même, il veut être au-dessus. Il estime qu'il a la sainte réponse. Il estime qu'il sait et qu'il sait mieux que toi.
et qu'il y a un vrai ordre social qu'il faudra faire respecter et que lui est au-dessus. Donc lui, je pense qu'un Zemmour, on est sur un haut score des deux, hein. Je serais vraiment pas étonné. Je peux pas vous dire oui, bien sûr qu'il a le haut score des deux, parce que bah, en soi, il n'a pas passé le test du SDO ni le test du RWA, enfin pas que je sache, et les résultats n'ont pas été rendus publics si ça a été le cas. Donc je peux pas vous dire oui, il a un haut score dans les deux, mais ça m'étonnerait pas, hein. Qu'on soit d'accord, vu ce qu'il nous dit quand même, je pense qu'on est sur ce niveau-là quand même, hein. Enfin, ça m'étonnerait vraiment pas un instant, quoi. Et du coup, quand on dit que le pouvoir corrompt, c'est que les personnes augmentent leur score SDO pour s'adapter à l'environnement? Non, pas forcément. C'est que déjà, c'est un a priori. Le pouvoir corrompt, en fait, c'est faux. Non, le pouvoir ne corrompt pas. Le pouvoir capitaliste néolibéral corrompt. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a un conditionnement, parce qu'il y a des règles sociales qui viennent pour t'apprendre et te dire attention, si tu veux réussir avec nos règles, il faut faire ça. Et ça, effectivement, c'est notamment ce qui va très bien correspondre au score SDO. Mais par contre, le pouvoir en lui-même ne va pas forcément corrompre, parce qu'on a constaté plein de fonctionnements qui sont notamment des fonctionnements horizontaux. Enfin, du coup, des fonctionnements horizontaux, puisqu'il y a plusieurs fonctionnements. Mais du coup, on est sur des personnes qui peuvent collaborer ensemble, qui peuvent éventuellement mettre quelqu'un qui va coordonner, organiser une structure, mais en fait, factuellement, il n'y a pas de personne au-dessus des autres, en fait. Et ça, donc du coup, on n'est pas du tout sur une vision de le pouvoir corrompre, c'est pas une réalité. Par contre, dans un système, notamment politique, occidental, où on met en avant effectivement des éléments qui sont très prégnants en termes de SDO, là, oui, tu peux partir du principe que peut-être des personnes qui vont rentrer dedans et qui n'étaient pas forcément dans ce milieu-là à la base, mais c'est très discutable, puisque en fait, bah déjà, il n'y a pas de méritocratie, donc en fait, les gens qui rentrent dans ce système-là sont déjà avantagés de près ou de loin, d'une part. Donc du coup, en fait, ils sont déjà probablement avec des scores de SDO assez élevés. Mais du coup, ils vont forcément performer là-dedans, puisque en fait, ils sont déjà ce qu'on attend qu'ils soient. Vous voyez, c'est là où en fait, il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice. On te dit, oui, non, mais si tu prends du pouvoir, tu seras forcément corrompu. Sauf que les gens qu'on met au pouvoir sont forcément des gens qui peuvent être corrompus. Enfin, vous voyez l'idée, c'est... Oui, bah oui, du coup, oui, oui. Bravo. Sinon, je peux vous dire un autre truc. L'eau, ça mouille. Tu vois, c'est le même niveau, en fait. C'est pour ça que moi, je suis toujours un petit peu prompt à réagir sur ce genre de phrase, parce que, en fait, factuellement, il y a une faiblesse là-dedans. La phrase, en fait, évacue certains questionnements qu'il faudrait pouvoir poser. Pourquoi est-ce que, à l'heure actuelle, le pouvoir corrompt? Pourquoi, à l'heure actuelle, dans nos systèmes de prise de décision et compagnie, on constate des hauts scores en SDO? Pourquoi est-ce que, dans nos systèmes politiques, à l'heure actuelle, de prise de décision, nous constatons que les gens, plus ils passent de temps dedans, plus ils vont avoir des hauts scores en SDO? Est-ce que c'est parce qu'ils cultivent le SDO? Bah oui, d'une part, mais pourquoi est-ce qu'ils cultivent ce SDO? Enfin, ce haut score en SDO? Bah parce que en fait, c'est ce qui est attendu d'eux, parce qu'en fait, c'est le présupposé qu'ils ont déjà, parce qu'en fait, c'est des scores qu'ils avaient déjà, c'est juste qu'ils ont amélioré, mais en fait, tout le bagage, il était déjà là. Donc en fait, c'est pas vraiment la bonne question à poser. C'est plutôt, en fait, j'aurais tendance à dire ça, c'est pas la bonne question à poser. C'est pas est-ce que le pouvoir corrompt, c'est pourquoi le pouvoir corrompt qu'il faut poser comme question. Et là, déjà, c'est vachement plus intéressant, en fait. Je pense, personnellement. Je me permets de continuer et on fera la coupure de la VOD parce qu'elle commence à être un peu longue. Par exemple, un OSDO peut tout à fait traduire un contexte d'entreprise assez horizontal comme étant en fait une compétition entre services, qu'il estimera pour l'un ou l'autre plus potentiellement source de pouvoir de domination ou facilitant l'accès égoïste à des ressources. Et rares sont les environnements horizontaux suffisamment forts dans leur changement de paradigme pour n'avoir aucun poste supérieur, que ce soit sur le plan matériel qu'en termes de pouvoir de domination. Il y en a. On verra que Buurtzorg est très anti-SDO de par sa structure. Donc ça apparemment c'est quelque chose qu'on va voir un peu plus tard. À la question de pourquoi sont-ils comme ça, nous avons rapidement exploré des travaux ancrés dans l'étude de la notion de RWA et de SDO. Mais des chercheurs ont aussi essayé d'investiguer ces profils selon la théorie de l'autodétermination, ce qui mène aussi vers d'autres solutions pour libérer ces profils de leur aliénation. Et du coup, on va s'arrêter là-dessus pour toi, petite fougère de YouTube. Petite fougère de YouTube, ça sera une grosse VOD. Là, je pense qu'il y en a pour plus d'une heure et demie, facile. Donc, un peu lourd, j'espère pas trop quand même. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Des bisous, petite fougère de YouTube, et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao!